Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc jeudi 11 mars. Je vous reprends, il est midi. Oui, je crois qu'il est midi. Alors qu'il est, mon premier vlog n'est pas encore sorti, mais évidemment, à l'heure où vous visionnerez cette vidéo, il sera sorti. Voilà, voyage dans le temps, etc. Faut que je m'y remette. Vous laissez, j'avais terminé le Donato Carisi, c'est ça, et j'avais commencé le Jessie Burton, qui est aussi un emprunt médiathèque, qui s'appelle Les secrets de ma mère, aux éditions Gallimard, voilà. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à peu près 150 pages. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, parce que je veux aussi vous parler très rapidement et vous présenter cette œuvre-là que j'ai aussi empruntée à la médiathèque. C'est Le féminisme de Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu. C'est une espèce de petite BD en fait qui retrace un petit peu l'histoire du féminisme à travers 7 citations que les auteurs vont commenter et vont entre guillemets décrypter pour nous parler du féminisme. Donc là, je vais pas trop vous montrer, pas trop en parler parce que ça sera l'objet d'une vidéo dédiée en fait. Mais ça rentre en fait dans le mois de mars au féminin. Je rappelle que c'est un challenge, je pense que vous le savez, organisé par Flow and Books que vous pouvez retrouver sur Instagram avec le hashtag mars au féminin. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du profil de Flow and Books. Voilà. C'est un challenge qui consiste à lire en mars exclusivement des femmes en autrices, des autrices. Et aussi, il y a plusieurs thématiques, lire une non-fiction, etc., etc. Moi, j'avoue que je ne suis pas forcément les thématiques. J'essaie de lire des choses sur le féminisme et aussi des autrices, tout simplement. Donc voilà, j'ai aussi une lecture audio qui est Le silence des vaincus de Pat Baker, qui est encore une fois une lecture féministe, puisque en fait on va être dans la mythologie grecque et notamment un épisode très important qui est la guerre de Troie, mais du point de vue des femmes et des femmes vaincues, donc des Troyennes, qui sont distribuées en butin aux Grecs en fait. On va suivre notamment Briséis, donc entre guillemets le trophée d'Achille, voilà, il va lui arriver quelques trucs assez horribles. Vous connaissez la dispute entre Achille et Agamemnon, etc. Voilà. C'est que de réjouissance parce que c'est un récit très 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 dur. Je ne pensais pas, moi qui lis des thrillers, etc., que ce serait aussi compliqué de lire ça parce que c'est vraiment un épisode qu'on connaît et qui est très épique, mais qu'on connaît du point de vue des hommes et des guerriers. Et là, en fait, le suivre du point de vue de ces femmes vaincues, de ces femmes troyennes, ça déconstruit totalement toute la gloire de ces Grecs et la gloire des hommes en général. Et on voit par exemple d'un autre point de vue Achille ou d'un autre point de vue pardon, Agamemnon. J'adore en fait déconstruire un peu ces personnages, c'est ce qui s'était passé avec Circé de Madeline Miller, de plus voir ces héros comme voilà que des héros, c'est aussi ils ont plusieurs facettes et il y en a qui sont beaucoup moins glorieuses que d'autres, voilà. Donc voilà pour cette lecture, je vous en dirai plus quand je l'aurai avancée et terminée, mais maintenant j'aimerais parler de cette lecture papier. Donc Les secrets de ma mère de Jessie Burton, mon emprunt médiathèque. Alors déjà pour vous le résumer, nous sommes avec une histoire qui est vraiment entre guillemets qui se joue sur une alternance passé-présent. Dans le présent, nous avons Rosie qui n'a jamais connu sa mère et qui en a toujours souffert, qui a toujours essayé d'extorquer, on va dire, d'avoir des informations sur sa mère. Mais son père ne répondait jamais, il était très très réfractaire à l'idée de lui en parler. Et un jour, il lui parle, il lui donne quelques indices et elle se remet à la quête de cette mère qu'elle n'a jamais connue. Euh, du coup, elle est elle-même avec un conjoint avec qui ça se passe pas forcément très très bien. Voilà, ils sont dans le côté couple un peu, comment dire, ce côté un petit peu routinier qui l'ennuie un peu. Et donc on suit un peu sa quête d'identité parce que à travers sa mère qu'elle veut retrouver, elle veut aussi retrouver sa propre identité et savoir les secrets qui sont autour de sa mère, autour de sa naissance aussi.
Donc dans le présent, c'est plutôt ça. Dans le passé, on va retrouver Élise. On comprend très vite que Élise est la mère de Rosie, se promène dans un parc et tombe amoureuse en fait de Connie. Donc Connie pour les intimes, Constance pour les autres, qui est une autrice qui a énormément de succès. Alors leur idylle va avancer à tel point que quand Constance va avoir une opportunité d'aller à Los Angeles pour adapter son roman en film, elle va y aller et Elise va la suivre et on va un peu suivre leur vie conjugale à Los Angeles, donc la ville, voilà, de tous les espoirs, on va dire, et de toutes les désillusions et de tous les artifices. Et voilà, ils vont avoir des amis là-bas, enfin, on va suivre toutes ces relations-là. Et voilà, on va voir cette alternance entre 1982, je crois, et 1980-82 et 2017. Voilà. Donc, il y a vraiment tout pour me plaire dans ce roman, c'est-à-dire l'alternance passé-présent que j'adore. J'adore vraiment ce processus-là. Les personnages très féministes, on va beaucoup, comme l'a dit Séverine, tourner autour de la maternité, puisqu'il y a des femmes qui sont enceintes, qui désirent leur enfant de tout leur être et qui sont mamans. Il y a des femmes qui sont mamans mais qui n'arrivent plus à gérer le nombre de leurs enfants ou tout simplement même leur enfant. Il y a des femmes qui ne veulent pas du tout être maman, voilà, et qui l'assument. Il y en a d'autres qui ne veulent pas mais qui ne l'assument pas. Il y a des désirs inavoués d'être maman ou de ne pas l'être. Voilà, il y a du coup la femme qui a abandonné sa fille. Voilà, tout tourne un petit peu autour de ça. Et comme on est avec des personnages et des points de vue presque exclusivement féminins, on va beaucoup parler de féminisme, du coup, de conditions de femmes, aussi d'homosexualité. Voilà. Ces personnages sont très vrais, sont très réalistes, sont vraiment très pertinents. Les thématiques aussi, et c'est ça que j'aime. Ça me fait beaucoup penser au livre des Baltimore de Joël Dicker. Dans le truc de secret de famille, quête de secret de famille, alternance passé-présent. Bien sûr, Joël Dicker n'a pas ce côté féministe qu'a Jessie Burton dans son écriture, dans sa prose et dans le fond même. Mais Joël Dicker, même s'il n'a pas non plus une très belle plume par rapport à Jessie Burton qui a une plume comme poétique, il avait quand même ce truc de pouvoir happer le lecteur. Là, je trouve que je l'ai beaucoup moins avec cette autrice-là. Et on va pas se mentir, même s'il y a des personnages que j'adore, des thématiques très pertinentes, néanmoins, je ne suis pas happée par cette histoire. Et vraiment, des fois, j'hésite à l'abandonner parce que déjà, c'est un emprunt médiathèque, j'ai une palle immense qui m'attend. Donc voilà, et en plus, il n'y a que des éloges, des avis dithyrambiques, mais pourtant, je ressens pas du tout cette joie, cette envie de toujours m'y replonger, de toujours y retourner, de tout le temps être à fond. Je ne suis pas à fond dans cette histoire. Et je ne sais pas où on va spécialement dans cette histoire. Vous pourrez me dire, mais oui, mais c'est bien de ne pas savoir où on va, ça veut dire qu'il y a du suspense, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce que je lis, je ne sais pas ce que je suis en train de lire. Est-ce que je vais lire une histoire sur des secrets de famille? Est-ce que je vais lire une histoire, une espèce de roman fleuve qui suit simplement la vie de personnage? Est-ce que je vais lire une histoire d'amour qui va virer vers le toxique et vers le malsain? Est-ce que je vais lire une histoire d'amour plutôt romantique et qui va apporter ce truc de romance? Ou est-ce que je vais lire quelque chose qui va se transformer en drame à un moment donné? Je ne sais pas vers quoi je vais. Et c'est assez problématique pour moi parce que je ne sais pas ce que je suis en train de lire. Et pour l'instant, j'ai limite un avis très neutre et c'est pas très bon. Je suis pas à fond, je suis pas passionnée par ce que je lis. Et franchement, ça fait plus d'une semaine, je suis à 145 pages sur 500, quoi. Donc bon, c'est assez éloquent, hein. Et je sais pas, je comprends pas trop. Alors si vous l'avez lu, vous pouvez me dire peut-être en commentaire. Je comprends pas trop tout l'engouement parce que certes, encore une fois, la pertinence des personnages et des thématiques, c'est intéressant, mais pour autant, l'intrigue, moi, il faut quand même qu'il y ait une intrigue. Je sais pas, pour m'accrocher un minimum, il faut quand même qu'il n'y ait pas que des personnages. Certes, les personnages, c'est très important, voire le plus important, mais il faut qu'il y ait quand même une espèce de fil rouge et d'intrigue. Sinon, c'est vrai que ça perd vite de l'intérêt pour moi. Voilà. Du coup, j'ai fini de vous parler pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, on est à 10 minutes. Voilà. Écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai bien avancé ou quand j'aurai des choses autres à vous dire, niveau lecture, niveau page, je ne sais pas. Voilà, pour moi, ça sera tout. Après, peut-être que je vous reprendrai que dans une semaine. Voilà, ce vlog va peut-être être très décousu, je m'en excuse d'avance. Mais ça dépendra de l'avancée de mes lectures et de ce que j'ai à vous dire ou non. Voilà, je vous laisse.
Je vous retrouve, nous sommes donc le vendredi 12 mars, il est 17h et je voulais vous retrouver pour un petit point lecture des familles. Voilà, donc du coup je suis toujours dans le Jessie Burton puisque je n'ai pas vraiment beaucoup avancé, enfin je suis quand même à la petite moitié de ce roman qui fait 500 pages, donc je suis à peu près à 250 pages. Voilà, en fait comment dire, ça va un petit peu mieux qu'au début. Je suis un petit peu plus curieuse de savoir comment ça va se dérouler, ce qui va se passer, la fin, etc. Je suis toujours vraiment contente du traitement des personnages, de la thématique féministe et tout ça, c'est super bien fait. Mais voilà, je suis toujours un petit peu en retrait par rapport à l'intrigue. Il faut dire que je suis pas passionnée. Il faut me donner un coup de fouet chaque fois pour y retourner, pour lire. Pour vous dire, en fait, je me suis donné, comment dire, un nombre précis de jours pour le finir. Voilà, de me forcer, entre guillemets, à lire 4-5 chapitres par jour. Et quand je fais ça, c'est pas forcément de très bonne augure. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'abandonnes pas? C'est parce que j'ai envie quand même de connaître la fin, parce que je suis quand même bien engagée dans cette histoire. Je suis à la moitié, donc j'ai envie de connaître la fin. Et tous ces avis dithyrambiques m'intriguent aussi, donc voilà, forcément ça m'influence d'une certaine manière et j'ai envie de savoir comment ça va se terminer, vers quoi on va aller. Donc je ne vais pas l'abandonner. Voilà, donc du coup, bon, je vais me donner un petit coup de fouet, normalement ça devrait le faire. Mais après, c'est aussi le truc que c'est un livre de la médiathèque et que j'ai une palle, on n'en a jamais trop parlé en vidéo, mais j'ai une palle de plus de 350 livres. J'achète plus malheureusement que je ne lis parce que je lis assez lentement. Ça aussi c'est un gros complexe que j'ai, je lis très très lentement. Parfois je reviens beaucoup en arrière parce que j'ai un toc en fait, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose ou c'est peut-être aussi un réflexe de mes études littéraires qu'il fallait toujours analyser le texte, etc. C'est aussi un vieux truc qui me vient de là. Mais j'arrive pas à le surpasser et du coup je lis lentement et le quota achat et lecture ça s'équilibre pas forcément. Donc là par exemple ce matin j'ai encore craqué pour 2 livres, les 2 romans de Fanny Flagg, donc la réédition de son roman Beignet de tomates vertes, je crois qui est sorti chez Cherche Midi, et la suite Retour à Whistledown, je crois. Enfin bref, donc du coup, voilà, j'achète des livres. Bon, je dois être à un quota de peut-être 5 livres par mois maximum. Et encore, il y a des mois où j'achète rien. Il y a des mois où j'achète plus, où je n'achète qu'un. Enfin voilà, ça s'équilibre quand même pas mal. Mais c'est toujours, voilà, si après je lis des livres de la médiathèque, le Donato Carrisi, pareil, c'est de la médiathèque, je vais jamais m'en sortir en fait. Donc il faut que j'attaque vraiment sérieusement ma palle. Pas forcément les reliques, mais que je l'attaque sérieusement tout simplement parce que là ça va plus être possible. Donc c'est aussi ça de me dire ouais là je perds mon temps avec un livre de la médiathèque qui ne me passionne pas des masses non plus, qui m'emballe pas de ouf. Et j'ai plein d'autres livres dans ma palle qui pourraient peut-être plus m'emballer, qui pourraient peut-être plus me plaire, que j'ai depuis des années, et ça me met aussi une petite pression. Voilà. Sachant que je suis quelqu'un qui se met la pression très très facilement. Donc du coup voilà, je suis pas de ouf dans cette lecture là et ça m'énerve un petit peu parce que j'en attends que du bien. Pareil pour le Donato Carrisi, j'ai pas aimé, j'en ai entendu que du bien, donc je comprends pas trop. Je sais pas si c'est moi qui suis pas dans le mood de ouf ou si c'est juste que j'arrive pas bien à choisir mes lectures en ce moment. Voilà, que j'ai pas de chance en fait. Je sais pas trop. Pareil pour le Silence des vaincus de Pat Barker. Je l'écoute en audio, donc comme je vous en ai parlé hier. Et pareil en fait, bon, je respecte le challenge Mars au féminin, ça c'est sûr, parce que ça parle encore une fois, voilà, comme je vous l'ai dit hier, du sort de certaines femmes vaincues, donc des Troyennes à la guerre de Troie, qui sont distribuées en tant que butin aux héros grecs, enfin aux soldats. Et on suit notamment Briseis, vous la connaissez, même si vous avez vu que le film avec Brad Pitt, qui est voilà le trophée de Achille, donc de Brad Pitt, slash Brad Pitt dans le film. Et voilà, ça va être notre narratrice principale, on va dire, oui, notre narratrice tout simplement. Et encore une fois, je suis exactement comme dans celui-ci en fait. C'est-à-dire que je trouve le traitement des personnages très très pertinent et très intéressant. Et voilà, vraiment intéressant, vraiment bien foutu, avant-gardiste, féministe, ce que vous voulez.
Je trouve les réflexions des femmes, autant dans le Silence des Vaincus que dans celui-ci, très très fortes parfois, qui expriment vraiment un mal-être lié à notre société, ou la société antique, ou notre société actuelle. Et certaines choses qui n'ont pas changé, qui font quand même assez peur, hein, comme le fait de laisser les femmes sur le côté et de pas forcément comment dire, les écouter, écouter leurs sentiments, leurs émotions, les écouter tout simplement, écouter leurs sollicitations. Enfin voilà, il y a des choses qui n'ont pas forcément changé ou si peu. Et je retrouve, voilà, comment dire, ce traitement des personnages là qui, voilà, qui nous exhorte à écouter ces femmes, à écouter les femmes vaincues troyennes, à écouter les femmes de notre société actuelle, leurs désirs, etc. Donc oui, ça je trouve ça bien, je trouve ça fort et j'aimerais que tout le monde lise ça pour se rendre compte en fait à quel point il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne le féminisme, en ce qui concerne le traitement des femmes aujourd'hui dans notre société. Oui, d'accord, mais pour moi, je veux dire, c'est pas parce qu'un roman est féministe qu'il va m'emballer qu'il va m'emballer en fait. C'est juste la thématique qui m'emballe, mais il faut voir ce qu'on en fait de cette thématique, il faut voir comment on l'insère dans la fiction. Et là, dans celui-ci, donc dans le Jessie Burton et dans le Pat Barker, je m'ennuie un peu parfois quoi. Et dans le Pat Barker, dans le Silence des Vaincus, en fait, je sais pas mettre vraiment le doigt dessus, mais il y a un truc il n'y a pas l'étincelle, voilà. Il n'y a pas l'étincelle, j'adore l'Antiquité, j'adore la mythologie, et je sais ce qui va se passer avec Briséis, avec les Grecs, les Troyens, on sait comment ça va se finir. J'aime cette communauté féminine qui est solidaire entre elles, ces femmes vaincues qui sont vraiment solidaires, qui se serrent les coudes et tout ça. J'aime ce sentiment de solidarité féminine, mais je suis pas attachée au personnage en tant que tel, en fait, en tant que individuel. Enfin, je sais pas comment dire, mais chaque personnage, je les suis, mais sans vraiment d'attachement. Je suis beaucoup en retrait. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Alors, est-ce que c'est moi en ce moment? Je suis peut-être insensible, je sais pas. Je ne pense pas parce que avec Circé de Madeline Miller, ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré Circé, j'avais adoré suivre ce personnage, cette déesse dans l'Antiquité. J'étais à fond avec elle tout le temps, j'étais vraiment attachée, impliquée. Et là, voilà, c'est ça, c'est que je ne suis pas impliquée dans le Silence des Vaincus. Je le regarde, limite, je le lis comme un documentaire sur la guerre de Troie, sur le sort des femmes dans la guerre de Troie, comme presque une non-fiction. Et je suis pas de ouf en fait. Et ça me gonfle parce que, voilà, ce mois de mars. Voilà, avec le Donato Carisi, là, le Jessie Burton, je suis pas de ouf. Le Silence des Vaincus aussi, pourtant c'est une lecture féministe aussi. Ça me pèse un peu en fait. J'aimerais retourner à ma palle et avoir de bonnes lectures qui m'enjaillent un peu. Parce que là, autant le Silence des Vaincus, c'est une lecture audio, donc je l'écoute quand je fais mes tâches ménagères et tout. Ça me fait pas perdre de temps, ça me casse pas le rythme, parce que je fais autre chose en écoutant et que c'est pas déplaisant, il faut pas se le cacher non plus. C'est un thème que j'adore, la mythologie, la guerre de Troie, avec le sort des femmes dans cette guerre-là, j'adore ça. Mais voilà, celui-ci par exemple, ça me casse mon rythme de lecture. J'en parlais ce matin avec une copine. Parce que en fait il faut que je me mette un coup de pied au cul pour y retourner, et que je suis pas de ouf, je suis pas à fond, je suis pas donc voilà, c'est un peu pesant en fait. C'est vraiment pesant. Enfin, pesant non, mais c'est un peu chiant en fait de devoir se dire allez, là, il faut que tu lises tes 4 chapitres du jour, comme ça tu avances. Non, en fait, enfin, la lecture ça devrait pas être ça. Et des fois je me dis mais pourquoi tu continues? Même si tout le monde a aimé, même si t'as peur de rater quelque chose, même si au pire t'as plein d'autres lectures à lire dans ta pile à lire, et t'es pas forcément obligé de voilà, pas te sacrifier, mais vous avez compris, t'infliger, enfin infliger c'est un peu dur parce que c'est pas une lecture, sinon je l'aurais vraiment abandonné si c'était vraiment illisible, si c'était vraiment insupportable. Ça ne l'est pas, on va être honnête. Mais voilà, c'est pas un plaisir de ouf non plus quoi. Voilà. Bon, j'ai fini de papoter, c'est encore 10 minutes, hein, je suis désolée. Je pense que ce vlog va être assez long parce que bon, si chaque fois je papote, je vous prends 10 minutes. Mais bon, au pire, vous pouvez l'arrêter et le regarder en plusieurs fois, je pense que c'est pas grave. Voilà, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être dans le week-end ou alors lundi. Voilà.
Peut-être quand j'aurai fini celui-ci, pour peut-être plus vous en parler, et aussi le livre audio. Peut-être vous parler aussi de la BD féministe que je lis. Je sais pas encore si je vous en parlerai. Je pense pas vous en parler beaucoup parce que je veux vraiment faire une vidéo sur les lectures féministes, sur 3 ou 4 lectures féministes que j'aurais fait dans ce mois-ci. Donc je vais peut-être vite fait vous en parler, mais pas des masses non plus. Voilà, la semaine prochaine, c'est la semaine à 1000. C'est le petit pingouin vert. Je crois il y a un groupe Facebook. Et il y a aussi, surtout l'Instagram du petit pingouin vert. En fait, c'est Lisa, en fait, qui organise une semaine à 1000, comme un week-end à 1000, mais sur tout le long de la semaine. Je vous mettrai encore une fois en barre d'infos son compte Insta. Moi j'ai jamais réussi parce que j'ai un rythme vraiment d'escargot. Voilà. J'ai essayé des trucs de un peu lecture rapide et tout, mais je prends pas vraiment de plaisir donc ça sert à rien. Donc je crois que le maximum que j'ai pu faire c'est 700 pages, je crois, ou 650 en une semaine. Donc c'est pas de ouf non plus, hein, sachant qu'il y en a qui le font en un week-end et même une journée. Mais c'est pas grave, écoutez, voilà, chacun son rythme, c'est pas une compète. Même si c'est vrai que ça me complexe un petit peu, mais au pire, je me dis ça peut changer au fur et à mesure de mes lectures. Hein. Voilà, c'est pas grave. Voilà, là j'ai trop blablaté. Je vous laisse et je vous reprendrai un autre jour. Voilà, bisous. Salut, on se retrouve samedi 13 mars à 16h passées. Je vous retrouve pourquoi? Parce que j'ai craqué mon slip et je suis allée en librairie, donc je voulais vous montrer tout ça. Autant vous dire que j'étais partie pour faire un petit no-buy jusqu'à fin mars. Et ben c'est forcément, ça n'est pas... ça ne s'est pas fait, hein. Voilà, je n'ai pas su combattre. Bon, faut arrêter de se mentir à soi-même. Je n'y arrive pas et j'ai pas envie de continuer à me frustrer, de me dire il faut pas acheter de livres, machin. Si j'ai envie d'acheter des livres, j'achète des livres. Au pire, c'est pas grave, hein, je mettrai dans des cartons si ça rentre plus dans les bibliothèques. C'est pas la fin du monde. Surtout que là, j'ai bien craqué mon slip. Mais j'en avais besoin, je sentais ce désir impérieux de dépenser des sous. Je suis allée dans une petite librairie à 15 minutes de chez moi. Et bon, même si les choix du libraire sont pas forcément les miens, c'est vrai que je trouve pas forcément grand chose tout le temps. Je trouve quand même mon bonheur, hein. Par exemple, là j'ai pris pas mal de Gallmeister collection Totem. J'ai craqué un petit peu mon slip, voilà, on va dire que c'était pas très raisonnable, mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça. Mais bon, je ne suis pas forcément très résumée, donc je vais vous mettre je vais vous présenter les livres et vous dire 2-3 mots dessus, mais j'ai pas toujours de résumé en tête, ni... voilà, des fois je veux rien en savoir, donc... désolée d'avance. J'ai pris donc dans la collection Totem Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, donc un classique américain, je crois, oui. Là, je ne connais pas du tout ce livre, je ne veux pas trop en savoir. Voilà, j'ai pris celui-là parce que j'ai aussi Autant n'importe le vent dans cette collection et je me suis dit, des classiques dans cette collection, c'est magnifique, il y a des nouvelles traductions. Oui, j'ai vu Guerre de sécession, voilà. Dans une petite ville de Massachusetts durant la guerre de sécession, famille modeste, je veux pas en savoir plus, voilà. Ensuite, où je vais poser tout ça, j'ai pris Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. J'en ai beaucoup entendu parler, on l'a beaucoup vu passer. Je sais juste qu'on va parler d'une histoire d'amour un peu passionnelle, oui je crois, avec un couple. Et je sais pas si ça va pas tourner au bout d'un moment autour de la maternité, ou alors je confonds, je ne sais pas. Mais voilà, il paraît que l'écriture est très belle, que l'auteur est très bon. J'en entends beaucoup parler, donc pourquoi pas le tester. Celui-là, il est très estival, hein. Je pense que je me le ferai cet été. Je sais pas si c'est assez trompeur, mais je pense que je me le ferai cet été. Voilà. Ensuite, nous avons celui qui, je pense que l'un de ceux qui me fait le plus envie, c'est Évasion de Benjamin Whitmer. Là, je sais qu'on va être avec des évadés de prison, voilà, qui sont comment on dit, en cavale, voilà, qui sont en cavale et ça va peut-être être une espèce de course-poursuite. Il paraît que Benjamin Whitmer c'est très, enfin, on va dire, c'est assez pessimiste, hein, sur la nature humaine, donc je vais voir ça. Ce qui m'attire, c'est que, en fait, Séverine en avait parlé, elle avait pas lu celui-là, mais un autre, et il paraît que c'est assez, comment dire, que c'est assez exigeant, que c'est assez dense et tout ça, donc c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me plaît, en fait, chez certains auteurs, donc pourquoi pas oui, puisque je l'ai acheté dans tous les cas.
Ensuite, le dernier de la collection Totem. Mais le plus connu, oui, je ne l'ai toujours pas lu. My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Nous allons être avec une jeune fille, je crois, qui vit dans la forêt avec son père, qui là-bas, qui abuse d'elle. Enfin, c'est un peu l'horreur. Et je crois qu'elle va lier une amitié avec un lycéen qui va peut-être la sortir de ce bourbier. Celui-là, il est beaucoup plus automnal, je sais pas. Moi, je suis très très saisonnière aussi, hein, lectrice, donc peut-être me le faire septembre-octobre, celui-là. Ça, voilà, comme quand j'ai lu Betty, hein, parce que c'est un peu dans le même genre que Betty. C'est aussi un petit peu dans le même genre que... Enfin, il y a des petits côtés de mon territoire aussi, de Tess Sharp, je pense. Sans trop m'avancer, je pense. Donc, bon, voilà pour celui-là. Je voulais aussi me prendre L'Oiseau Moqueur. Mais je crois que Céline Lecture l'avait lu, et Sève aussi, je crois. Et ils avaient dit que c'était pas non plus oufissime. Elles avaient dit, pardon, que c'était pas non plus oufissime. Donc, je sais pas. Je l'ai pas pris. J'ai pris donc un classique, je pense, dans son genre. Le parfum de Patrick Suskind, vous connaissez sans doute le film, un espèce de serial killer, je sais plus dans quel, voilà, au XVIIIe siècle, qui tue des femmes pour prendre leur parfum en fait, et pour en faire une espèce de parfum unique. Je crois que c'est le livre préféré de Cédric Armen, il me semble. Donc il est très court, hein. Il est méga court, il fait même pas 300 pages. Donc oui, c'est un classique qu'il me fallait. Ensuite, hop, j'ai pris Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta parce qu'on en entend. Pardon, j'ai bougé. Parce qu'on en entend énormément parler en ce moment. On le compare énormément aussi à Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et comment vous dire que Changer l'eau des fleurs, je vais pas faire le mouton, je vais pas faire la fille qui dit comme tout le monde, mais pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ai celui-là, que je le fasse lire à ma mère, que je le fasse lire à tout le monde parce que il paraît qu'il est magnifique et il faut de temps en temps lire des livres magnifiques. Voilà, ça fait du bien entre deux gros thrillers glauques, ça fait du bien. Bon, même s'il paraît qu'il est un peu triste, hein, parce qu'on va parler, je crois, d'un homme qui apprend qu'il a le cancer ou d'une femme. Oui, non, un homme qui apprend qu'il a le cancer ou qu'il est malade et du coup il décide de faire un road trip ou je ne sais quoi. Voilà, pour un ultime voyage. Donc c'est vrai que peut-être ça va être assez triste. Mais peut-être aussi que ça va être très poétique et très beau. Enfin, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Ensuite, les deux derniers livres sont assez liés. D'une manière ou d'une autre, ils sont liés. C'est évidemment un gros classique de tous les classiques dystopiques. 1984 de George Orwell. Je vais pas forcément parler plus que ça. Vous connaissez tous 1984, vous connaissez peut-être le film, mais même l'œuvre, je pense que vous la connaissez, avec Big Brother, etc. Il fallait que j'ai ce livre. Voilà, il y a des livres. Moi, normalement, je garde jamais mes livres, je les donne. Mais je sais qu'il y a des livres comme ça que je vais envie de garder. Bon, après, je m'avance un peu, putain, je vais pas du tout l'aimer. Mais je sais que dans tous les cas, ça va être un livre qui va me frapper, qui va me mettre mal à l'aise. Et c'est ce que j'aime en fait dans les livres. Et je sais que je le ferai lire à tout le monde, toutes mes générations futures. Hein, voilà. Donc il y a des livres que je veux garder. Je sais pas pourquoi, lui, je sens que. Voilà, je sens bien que j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque, même après lecture. Et pourquoi ces deux livres, les deux derniers livres sont liés? Parce que j'ai acheté Nous de Eg- Evgeny Zamiatin, je crois que c'est russe. Voilà, la couverture est magnifique, mais magnifique, mon Dieu. Et c'est le livre qui a inspiré 1984, ici présent, et qui a aussi inspiré Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Voilà, donc c'est un peu le petit papa de ces deux chefs-d'œuvre en fait, de science-fiction. Là, on va être avec une société, je sais plus en quelle année on est exactement, mais en gros, on va être dans une société donc assujettie au bonheur infaillible et obligatoire, alors que la dernière de toutes les révolutions possibles a eu lieu, les hommes enfermés sous une cité de verre sont devenus des numéros. Ceux-ci paient de leur vie le moindre écart à l'ordre établi contre lequel malgré tout une poignée de dissidents va s'insurger. Après, un vaisseau spatial qui a pour mission de ranger les civilisations extraterrestres. Il tient un journal à la gloire de ce monde aseptisé et il consigne les débuts d'une insurrection qui va peu à peu le transformer. Anti-utopie prophétique. Ok. D'accord. Anti-utopie prophétique. Ok.
Voilà, pour le tout dernier, je sais, il y a une thématique, il y a une petite thématique quand même. Hein. J'ai pas pris d'autres SF, je sais plus. Euh, Non, j'ai pas pris d'autres SF. Donc écoutez, je vais ranger tout ça et puis je reviendrai en fait clôturer ce vlog quand j'aurai terminé euh, le Jessie Burton ou quand j'aurai abandonné. Et ça, je ne sais pas, suspense, je vous le dirai plus tard. En tout cas, si je l'abandonne, je vous retrouve peut-être à la fin du week-end quand j'aurai pris ma décision. Si je ne l'abandonne pas, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc s'il y a un saut de jour, ne vous étonnez pas, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et je pense que le vlog va être très très long. Et pour clôturer ce vlog, je ne sais pas si je vloguerai tout le temps parce que c'est vrai que c'est un peu chronophage. Toutes les vidéos sont chronophages. C'est pas ça, c'est que en fait, comment vous dire, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je veux dire, il n'y a rien qui est ouvert. Je sors pas beaucoup, je suis quelqu'un de très casanier. Donc c'est vrai que je prends pas l'habitude par exemple de vous filmer des recettes ou de vous filmer mon cappuccino ou de vous filmer mes séances de sport parce que je trouve que chaque truc, enfin certains trucs que je fais restent peut-être dans la sphère du privé puis je suis pas seule ici, à mon compagnon. Donc je veux pas trop voilà, filmer tout le temps. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu lassant pour vous que je vous reprenne toujours face cam. Dites-moi voilà si vous avez des suggestions ou quoi. Je peux de temps en temps vous montrer mes chiens et tout, mais c'est vrai que ou mes balades, mais c'est vrai que voilà, dans la maison, c'est assez limité. Je veux garder quand même une sphère privée et je veux vous reprendre beaucoup pour parler de lecture. Donc c'est un peu compliqué de se réinventer, de faire preuve de créativité dans ce contexte-là. Voilà. Et jusque là, j'aime bien vous parler un peu à la bonne franquette de mes lectures, de ce que j'achète, de ce que. Voilà, de ma palle, etc. D'ailleurs, peut-être que dans un prochain vlog, je vous ferai un bookshelf tour rapide. J'ai fini de blablater. Je vous retrouve donc, je ne sais pas quand. Hein. Là, je vais me faire un petit thé des familles. Je ne sais pas quand. Ça sera le suspense pour savoir si j'ai abandonné ou non le Jessie Burton. Je ne pense pas parce que ça se lit quand même vite, parce que je suis quand même à la moitié et il faudrait que, voilà, que je finisse. Je pense que c'est faisable hein, de le terminer avant mercredi où je pourrais le rendre à la médiathèque. Et là, je sais pas du tout ce que je commencerai. Je sais pas. Mais voilà. Bref, j'arrête. Ça fait un quart d'heure que je parle. C'est un truc de fou. Je vous retrouve très bientôt. On est le 19 mars et il neige en Provence. Hein. C'est un truc de dingue. On est au printemps, les gars. Nous sommes vendredi 19 mars à 9h et je vous ai mis normalement une petite mini vidéo. Auparavant, il neige. Enfin là, il neige plus, mais il neigeait bien. Il a bien neigé pendant 1 heure ou deux là. Je viens enfin pour clôturer ce vlog parce qu'il commence à durer un petit peu. Et il fallait donc que je le clôture tout simplement. Et pour ça, je vais vous parler de deux lectures terminées, une audio et une papier. Donc je vais vous parler de mes lectures tout de suite. Je vais commencer par ma lecture papier. Bon, je vous préviens, ça va pas être très très réjouissant, ça va pas être très positif, mais c'est vraiment mon mood de lecture, enfin c'est ce que j'ai ressenti en lisant ces livres tout simplement. La première c'est Jessie Burton, Les secrets de ma mère, j'en ai déjà parlé tout au long de ce vlog, donc je vais pas trop m'étendre dessus. La fin n'a pas du tout rattrapé ce que je pensais de ce livre-là. Voilà, comment dire, j'ai bien aimé les thématiques, j'ai bien aimé encore une fois le féminisme, tout ça, aborder toutes les souffrances qu'endurent les femmes hein, tout au long de leur vie, les pressions sociales, les souffrances liées à la grossesse, à l'avortement, les souffrances psychologiques, les souffrances physiques, à l'accouchement, tout ça que les hommes ne connaîtront jamais, et ce que les femmes subissent, voilà, ah, t'as 34 ans, t'as pas de bébé, tu veux pas d'enfant, il faut te bouger parce que l'horloge biologique, nani nana. Voilà, toutes ces réflexions, toute cette pression sociale, c'est très bien fait, c'est très bien abordé. Et j'ai beaucoup aimé la délicatesse de l'autrice quant à ces thématiques-là. J'ai bien aimé aussi parce qu'on a une autrice dans cette histoire qui s'appelle Connie et qui écrit voilà, des livres. Et j'ai bien aimé aussi la thématique de l'écriture. Quelle est la relation de l'auteur avec ses travaux. Et là, on voit que Connie, elle a une relation presque agressive avec... comment dire
elle est très très... elle veut garder en fait son travail, son côté auteur pour elle-même. Elle ne veut pas le partager, elle ne ressent pas le besoin en fait de le partager, elle a même pas envie, elle est presque possessive avec son écriture et c'est une relation très intime entre elle et sa propre plume. Et j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça réaliste et je pense que ça existe hein, chez certains auteurs, cette relation-là très presque exclusive hein, d'un auteur à son travail d'auteur, enfin d'écrivain, d'écriture, etc. Je m'embrouille un petit peu, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ça, j'ai bien aimé, voilà. En fait, j'ai bien aimé tout ce qu'elle aborde, les thématiques et tout ça, mais en ce qui concerne la fiction, en ce qui concerne l'histoire à proprement parler et les personnages, je n'ai pas du tout été dedans. En fait, l'histoire, on parle de secrets. Pour moi, les secrets sont assez insignifiants. C'est un prétexte. Les secrets de ma mère, je vois même pas le titre, en fait, à quoi ça fait vraiment référence, parce que pour moi, les secrets sont fade et je sais pas. Enfin, pour moi, cette thématique des secrets de famille que je voulais voir, que je voulais bien exploiter, je ne l'ai pas retrouvée du tout en fait. Et ça m'a manqué parce que je m'y attendais et je ne l'ai pas eu, donc ça m'a un petit peu manqué. De plus, voilà, les personnages, je suis restée totalement en retrait, je ne les ai pas du tout aimés, ils m'ont gonflé au plus haut point. Élise et comment s'appelle-t-elle déjà, Rosie, voilà, sont un peu même combat, hein, c'est-à-dire que ce sont des femmes. Alors oui, certes, c'est à double tranchant parce que d'un côté, ce sont des femmes très, enfin, qui peuvent exister dans la vie réelle et qui ont un côté très réaliste, évidemment, mais parce elles ont une certaine passivité dans leur relation. Elles ont tendance à suivre, à ne pas s'affirmer, elles sont un peu paumées dans leur vie, elles n'ont pas forcément de déclic, elles savent pas trop où elles vont, elles se laissent porter un petit peu et elles sont pleines d'hésitation, elles sont très indécises. Et ça, oui, évidemment, des personnes comme ça existe. Mais c'est sûr que les retrouver dans la fiction, à toujours se victimiser, à toujours être indécis, eh ben, c'est un peu relou. Moi, ça m'a un peu gonflé. Donc c'est à double tranchant. Alors oui, voilà, j'ai apprécié le côté réaliste, mais en tant que personnalité même, elles m'ont un peu énervée et saoulée. Ensuite, Connie, je l'ai trouvée un petit peu, donc l'autrice, je l'ai trouvée un petit peu plus intéressante, mais elle a quand même ce côté très malsain, parfois par moments, très nocif et arrogant et suffisant. Donc voilà, c'est vrai que c'est des personnages qui, pour moi, n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas attachants du tout, et je suis restée vraiment en retrait. Donc j'ai pas réussi à m'immerger dedans. Donc voilà, et pour l'intrigue, il se passait rien. Alors certes, vous allez peut-être me dire, oui, mais il faut pas qu'il y ait... Enfin, pas besoin d'énormément d'action pour faire un bon livre. Et je suis la première d'accord avec vous, parce que j'ai adoré Circé de Madeline Miller. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'action, mais j'ai été totalement immergée dans cette histoire, dans les personnages, le personnage de Circé. J'étais séduite et tout ça. J'ai adoré Persona de Eric Axel Sund, c'est pas le polar le plus rythmé du monde, hein, on va pas se le cacher. Donc oui, je suis d'accord, mais quand on est en retrait des personnages, de l'intrigue, voilà, qu'on est totalement resté sur le quai de la gare, et qu'en plus il n'y a pas d'action, bah forcément on voit les pages passer, on s'ennuie cordialement, et c'est ce que j'ai ressenti. Donc je pense que je ne lirai plus cette autrice et je fais le serment là devant vous de ne plus me laisser, de ne plus céder au chant des sirènes parce qu'il y a des avis dithyrambiques, parce qu'un tel l'a adoré. Non, si tu n'aimes pas au bout de 100 pages ce roman ou 150 pages ou je ne sais quoi, tu le laisses tomber quoi qu'on te dise, même si c'est des proches qui te disent bon, c'est bien, vas-y, lis-le jusqu'au bout, tu ne le sens pas, tu ne le sens pas. J'en ai marre de perdre du temps, là j'ai perdu 10 jours à lire ce livre alors qu'il ne me plaisait pas de base en fait. Donc j'aurais pu lire d'autres trucs qui me plaisaient entre temps et ça n'a pas été le cas. Donc je suis un peu agacée contre moi-même d'avoir énormément du mal à abandonner encore et toujours. Ça, voilà, ça l'a fait avec le Donato Carisi, là ça le fait aussi, sauf que là c'est un roman de 500 pages et 500 pages, moi je prends du temps à les lire. Et ce temps-là, je l'ai gâché parce que je n'ai pas aimé ce que je lisais et j'aurais pu lire autre chose. Donc je suis énervée contre moi-même, je suis agacée contre moi-même de ne pas avoir pris la décision d'abandonner parce que c'était la meilleure solution dans mon cas. Voilà. Donc maintenant je fais le serment devant vous qu'un livre qui soit aimé, adoré par tout le monde, par le pape lui-même, s'il ne me plaît pas, je l'abandonnerai et puis ça sera comme ça. Il faut que je fasse un travail sur moi-même, il faut que ça commence maintenant et ça commence par une prise de conscience, c'est ce que j'ai eu là avec ce livre. Donc c'est très bien.
Ensuite, donc, ma deuxième lecture dont je voulais vous parler, c'est... entre-temps, en fait, je lis aussi une BD non-fiction féministe. Donc, ça s'appelle Le Féminisme. Je vous mets une petite vignette ici. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne me rappelle plus. Mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça fait beaucoup trop long. Et en plus, je ne l'ai pas terminé. Donc, peut-être ça sera l'objet d'un nouveau vlog ou alors d'une vidéo dédiée. Je ne sais pas. En tout cas, je vous montrerai l'intérieur, etc. C'est très sympa, très accessible, très très bien. Ça parle du féminisme, de l'histoire du féminisme. C'est super. Parenthèse fermée, je passe à ma deuxième lecture audio que j'ai terminée. Il s'agit du Silence des Vaincus de Pat Barker. Je crois que je vous en avais parlé dans ce vlog. Ça fait tellement longtemps que j'ai vlogué que je me rappelle plus trop. Mais bon, on suit le point de vue donc de Briseis sur cette guerre de Troie, ce qui se passe, etc. Là aussi, mon point de vue est assez mitigé. Voire, voilà, c'est pas une lecture qui m'a conquise. Pourquoi ? Parce que déjà, avec le titre Le Silence des Vaincus, moi je m'attendais, donc il y a Vaincu UES, je m'attendais à ce qu'on ait plusieurs points de vue alternatifs de femmes vaincues troyennes, et je n'ai eu que le point de vue de Briseis. Alors que, voilà, je trouve que ça aurait été plutôt sympa. Alors, je donne pas du tout de conseils d'écriture, je suis déguin, je suis personne pour donner des conseils d'écriture, mais moi, c'est ce que j'aurais aimé lire, en tout cas, c'est des points de vue de multiples troyennes, que ce soit dans les remparts de Troie, avec la reine Écube, avec Andromaque, la femme d'Hector, etc. Ou alors, voilà, avec Briseis, dans le camp grec, avec Briseis, Chryséis, et d'autres esclaves grecs, d'autres esclaves troyennes, pardon, je me perds. Dans les deux camps pour suivre un petit peu leur point de vue, tout ça, leur peur, voilà ce qu'elles vivent et tout, et voir une espèce de destinée qui s'entremêle, une destinée de femmes multiples en fait. Et j'ai pas du tout eu ça. En fait, dans ce livre, il faut savoir qu'on va être avec le point de vue de Briseis, qui va nous parler, qui va nous relater épisode après épisode la guerre de Troie. Moi, je suis désolée, mais j'ai fait des études de lettres classiques. Je connais la guerre de Troie. Je connais la guerre de Troie, j'ai pas lu l'Iliade encore, mais j'ai lu des extraits de l'Iliade, j'ai vu j'ai vu les films, je me suis renseignée, voilà, j'ai feuilleté des espèces de dictionnaires de mythologie, je sais comment se passe la guerre de Troie, et je pense que ceux qui s'y intéressent un minimum le savent aussi. Et là, en fait, j'ai eu l'impression, alors vous allez me dire, non mais tu abuses et tout, mais oui, j'ai eu l'impression. Vous voyez le Midnight Sun de Twilight, donc le dernier Twilight sorti, du point de vue d'Edward Cullen. Voilà. Ben, j'ai eu l'impression que l'autrice avait voulu nous faire ça. C'est-à-dire qu'on suit exactement la même guerre, la guerre de Troie que l'on connaît, mais avec un point de vue de femme, un point de vue différent de celui des Grecs. Et moi, je voulais lire un roman féministe. Alors oui, certes, il y a beaucoup de féminisme parce qu'on parle beaucoup des souffrances de Briseis et il y a des passages très très beaux sur ses souffrances, sur ce qu'elle ressent, sur le fait qu'elle est traitée, qu'elle est réifiée, qu'elle est traitée en tant qu'objet et tout ça, et c'est vraiment beau. Mais j'aurais aimé qu'on fasse plus de place à ces femmes vaincues, qu'on leur donne plus la parole et pas qu'à Briseis, à toutes les femmes vaincues, ce qu'elles pensent, même des bribes de leur passé à Troie, enfin je veux dire leur vision de l'avenir. J'aurais aimé plusieurs témoignages comme ça de femmes troyennes. Et j'ai pas eu ça, j'ai eu le point de vue de Briseis sur la guerre de Troie et surtout j'ai eu le point de vue de Briseis sur Achille. Et ce livre était censé faire de la part belle aux femmes, il fait la part belle à Achille. Achille est partout. Ok, Achille est le grand héros de la guerre de Troie, on est bien d'accord dans la mythologie, etc. Mais on l'a assez vu, je veux dire. Pour moi, Achille devait être là, évidemment, parce que Briseis, c'est délicat, parce que c'est sa captive et tout ça. Mais il était partout. Achille va à la mer, il se lave, il boit du vin, il se bat, il tue un tel, stop. Achille, j'en avais marre. En plus, il se comporte comme un bébé. Stop, voilà. Moi, j'en pouvais plus de cet Achille. Et le pire, c'est qu'on, dans la deuxième partie, il y a des points de vue, des chapitres avec le point de vue d'Achille. Attends, mais moi, je voulais lire un livre sur le point de vue des femmes troyennes. Je comprends pas pourquoi on a mis de temps en temps le point de vue d'Achille. Ça me dépasse parce que, ok, bon, si j'avais envie de lire un roman sur Achille, un roman contemporain, j'aurais lu peut-être Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que je vais d'ailleurs acheter et lire prochainement. Je me serais attendue à lire un roman sur Achille et Patrocle et j'aurais eu un roman, je pense, sur Achille et Patrocle et ça aurait été très bien. Mais là, je m'attendais à toute autre chose et j'ai eu vraiment quelque chose d'assez classique parce que c'est la guerre de Troie qu'on connaît tous et qui nous est relatée juste par une autre personne, une tierce personne qui est du côté des vaincus. Voilà, et puis il n'y a pas de rajout comment dire,
y a pas d'originalité. Il y a vraiment, on suit la guerre de Troie épisode par épisode du début à la fin. Et voilà, moi je trouve que ça partait bien parce qu'on était avec la terreur des femmes qui voient que les Grecs vont pénétrer dans l'Irénissos, qui vont les capturer, elles savent pas quel sort va les attendre. Et ça c'était bien, mais après, à partir du moment où tu relates épisode par épisode, ça devient long, ça devient répétitif, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire, moi je voulais pas lire ça. Donc voilà, je trouve que Achille était trop présent, la guerre était beaucoup trop présente. Il y avait des bons côtés parce que j'avais l'impression de retrouver quelque chose que je connaissais et ça avait ce côté plaisant là de reconnaître un épisode qu'on aime particulièrement. Il y avait le côté aussi féministe avec évidemment les souffrances des femmes et tout ça sur le camp, leur camaraderie et tout. Mais j'aurais pas aimé lire ça en fait. J'avais espéré lire autre chose. Et c'est pas ce que j'ai eu. Et j'étais vraiment déçue de voir qu'on avait aussi le point de vue d'Achille. Parce que je veux pas paraître pour la féministe qui veut absolument pas entendre les hommes, etc. Mais Achille, je pense qu'on l'a assez entendu dans les textes fondateurs. On le connaît assez. Donc bon, voilà. C'est vrai que ça m'a un peu dérangée. Après, bon, pour les points positifs, point négatif à la fois positif, c'est le style. Le style est familier et cru. Et à des moments, quand il est familier, ça me dérangeait parce que ça faisait une sorte d'anachronisme entre l'époque ancienne, antique, et c'était une écriture presque de nos jours, quoi. Presque mais vraiment familière, quoi, à des moments. Donc dans les dialogues, je veux bien parce que je pense que les Grecs, ils parlaient pas non plus entre eux en mode très soutenu et tout ça. Mais après, c'était un petit peu dérangeant parce que t'avais l'impression que c'était à notre époque alors que c'est une époque antique. Donc ça faisait anachronique un petit peu. Mais à des moments où j'appréciais parce qu'il y avait aussi un langage assez cru, j'appréciais ce langage pendant les scènes de combat parce que ça montrait un petit peu l'atrocité de la guerre. Ça montrait que la guerre, c'était pas pour les bisounours, c'est dur, c'est horrible, c'est hard. Qu'il y a des prépubères, il y a des garçons qui, à peine sortis de l'enfance, s'ils sont capables de tenir à une glaive, ils y vont et ils se font défoncer par Achille les uns après les autres. Et sans état d'âme, sans état d'âme aucun, voilà, aucune. Bref, je sais pas. Enfin, sans aucun état d'âme. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez marquant, c'est quand même assez choquant. Et c'est fait exprès, parce qu'on souligne aussi que cette guerre absurde, que cette guerre atroce, elle est absurde en fait. Parce qu'elle est là juste parce qu'une femme a trompé son mari avec un autre homme. En fait, Hélène avec Paris, a trompé Ménélas avec Paris. Et tout le monde se bat pour un seul homme en fait. C'est juste ridicule. Et ça montre combien il y a eu de gâchis humains des deux côtés, combien il y a eu même des sacrifices volontaires, voilà, parce que rappelons que Agamemnon a sacrifié sa propre fille pour avoir des vents favorables pour aller à Troie. Il y a d'autres sacrifices pendant la guerre aussi, donc je vous en dirai pas plus, mais bon, pour te dire que c'est du gâchis, c'est un gâchis incroyable, et ça j'ai bien aimé de souligner, de montrer que la guerre elle est hard, et que même si c'est pour une raison conne, les gens ils s'entretuent, quoi. Ils savent même plus pourquoi ils s'entretuent, mais ils le font. Et pour montrer que c'est tellement débile en fait. Et c'est vrai qu'à côté, les femmes, elles sont un petit peu rehaussées par rapport à ça parce que même elles se rendent compte de l'absurdité de la situation. Et ça, j'ai bien aimé. Donc je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture à proprement parler. J'ai pas été là, oh mon Dieu, quelle horreur. Enfin, c'est horrible d'écouter ça. Non, j'ai quand même... c'est une lecture mitigée en fait. Parce que j'ai quand même voulu le finir. J'étais pas là à me forcer tout ça. Donc c'est une lecture assez mitigée. Je m'attendais à lire autre chose. J'ai été un peu déçue, sachant que c'est un peu la mythologie ce que j'aime le plus en fait. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas assez de romans qui parlent de ça. Mais en même temps, je suis assez exigeante sur le sujet. Enfin bref, voilà. Donc écoutez, je pense que je vais arrêter là pour ce petit vlog. Je pense que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de temps que je parle déjà aujourd'hui. Donc je vais arrêter là. Je sais pas si on se retrouve dans un prochain vlog pour la semaine prochaine. Je ne pense pas. Je vais un petit peu couper et faire une vidéo peut-être plus classique face cam. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop répétitif. Et puis on se retrouve très bientôt. Bisous à tous.